le travail social va fêter son centenaire en 2028, qu'il a pris une importance tout à fait considérable, puisque si on ajoute aux travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme d'État, on ajoute tous les intervenants sociaux, selon le ministère, cela représente à peu près 1,2 million ou 1,3 million de travailleurs sociaux. Alors leur exercice est varié, c'est un ensemble assez composite dont les frontières sont parfois un peu floues, avec une multitude de métiers, de niveaux et des modalités d'intervention qui sont extrêmement variées. Cette diversité, elle pose un problème en même temps, puisque elle ne facilite pas la visibilité de ce secteur et la compréhension par des personnes qui seraient intéressées pour le rejoindre, parce que le monde du travail social est devenu très complexe. Donc c'est un des éléments, ce n'est pas le seul, de la crise d'attractivité ou de ce que j'appelle l'évaporation active de professionnels qui quittent le métier au bout de quelques années, et nous sommes extrêmement préoccupés de cela. La table ronde avait aussi comme intérêt de ne pas en rester à un discours négatif, mais aussi de témoigner des innovations sociales qui peuvent apparaître comme présentant un avenir un peu meilleur. Et au passage, d'ici quelques mois, nous allons avoir la restitution d'un rapport en cours d'élaboration sur la prospective en matière de travail social, et nous sommes dans le cadre du Haut Conseil du travail social en train de dessiner des contours dont certains relèvent de scénarios catastrophes que nous souhaiterions bien sûr éviter, et aussi d'autres perspectives plus positives en faisant quelques recommandations. On peut commencer. Tout d'abord, Marcel Gégère, merci d'avoir accepté d'être notre grand témoin sur ces tables rondes, cet après-midi de réflexion sur le travail social. Je vous ai vu prendre des notes d'ores et déjà, alors que vous avez beaucoup de matière à nous transmettre. Vous êtes, ça a été dit par Madame la maire, mais professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Vous avez été titulaire de la chaire de travail social. Vous avez beaucoup d'expérience dans diverses fonctions précédentes, notamment sur le terrain. D'ailleurs, je crois savoir qu'au CNAM, c'est une spécificité que les enseignants au CNAM sont non seulement professeurs, mais également tous, sans exception, il me semble, des professionnels de terrain. Voilà, vous êtes président de l'UNAFORIS, et ça parle forcément aux étudiants de l'IRTS, puisque c'est l'Union nationale des acteurs et formateurs de la recherche sur le travail social et l'intervention sociale, et puis membre du Haut Conseil du travail social. Alors je ne fais pas l'exégèse de tous vos titres, vous m'en voudrez pas, parce qu'il y en a d'autres, et vous êtes intervenu dans diverses instances, notamment sur la santé mentale, le handicap, et voilà, j'en passe, mais vous couvrez un champ tout à fait remarquable de sujets et de domaines dans le domaine social. Peut-être en réaction à ce qui a pu être dit par notre maire présidente, ou tout simplement par rapport au témoignage de nos collègues de façon très, très, très générique, parce qu'on aura le temps de s'exprimer un peu plus loin sur les précisions des choses. Oui, peut-être quelques mots d'introduction. Madame le maire a évoqué un aspect fort de la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs sociaux, à savoir la crise d'attractivité, alors qui présente des formes variables selon les lieux. C'est pas uniquement d'ailleurs une crise d'attractivité, c'est aussi des phénomènes qu'on va qualifier d'évaporation active. C'est-à-dire la question n'est pas uniquement celle de l'entrée en formation, mais des départs assez rapides après l'entrée en formation, et c'est aussi la durée de vie professionnelle des professionnels de la
l'action sociale et médico-sociale. Alors, c'est quelque chose qui nous soucie et qui suppose, d'ailleurs, je pense que cette journée va être l'occasion d'en reparler, de tenir compte d'une pluralité de facteurs. Parce que, bien entendu, se pose la question de la reconnaissance de ce type de métier qui n'est pas propre qu'au travail social, puisqu'on peut dire que c'est pratiquement tous les métiers du lien ou les métiers de l'humain, comme on dit, qui touchent aussi bien les professionnels de santé, voire pour certains secteurs ceux de l'éducation nationale. Donc c'est la question évidemment des statuts, des salaires, mais il y a plusieurs autres facteurs qui ont été identifiés par le livre blanc du travail social. Je vais juste les citer comme ça, mais je pense qu'on les a en tête. D'abord, et pas nécessairement dans un ordre hiérarchique, d'abord il faut se dire que les problèmes du travail social sont liés aux problèmes de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser ces phénomènes de crise sans tenir compte des mutations sociétales de différentes natures. Parce que dans ces mutations sociétales, il y a des mutations, je dirais, qui se font dans la continuité, et puis il y en a d'autres qui relèvent de l'incertitude et qui parfois provoquent de la sidération avec des phénomènes qu'on qualifie de virage, de transition. Enfin, il y a différentes façons d'analyser le changement. Il y a également un autre élément qui est, on va le dire comme ça, c'est le poids des normes qui a souvent été évoqué. Ce qui est très important de souligner dans le travail social, c'est l'importance des valeurs sur lesquelles ce secteur s'est constitué. Et il y a eu parfois le sentiment d'être un peu débordé par des tâches administratives qui modifient la nature même du travail. Mais il y a trois autres éléments, je crois, qu'on doit avoir en tête. D'abord, c'est le rapport au public concerné, aux personnes accompagnées. C'est une question qui est centrale, parce que le Conseil supérieur du travail social, puis le Haut Conseil, s'est beaucoup penché là-dessus. Aujourd'hui, alors vous savez qu'il y a eu des débats sur le mot usager ou d'autres, mais ce qui est très important, c'est de souligner que les personnes que nous accompagnons ont des capacités, ont des ressources, ont des savoirs expérientiels, et on ne peut plus être dans une relation dissymétrique avec ces publics. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler, y compris dans le champ de la formation. Il y a un autre élément que je dirais, il y a un doute sur la finalité du travail social. Ce n'est pas un doute uniquement dans les échanges avec les politiques, etc. C'est que le Code de l'action sociale et des familles, il a, depuis 2002, souligné le fait que le travail social avait deux objectifs. Et qui peuvent parfois paraître contradictoires. Il y a un objectif qui est d'aider à l'autonomie des personnes en vue de l'exercice plein et entier de leur citoyenneté, pour prendre les textes, sachant que c'est là où on rentre dans les difficultés du travail, c'est que jouer la carte de l'autonomie, c'est parfois laisser faire des formes de dérive, d'abandon des personnes à elles-mêmes au nom de leur propre responsabilité. Et la deuxième finalité, c'est la nécessité d'assurer leur protection, avec là aussi une autre dérive qui est de limiter leur capacité. Ce qui fait que dans le travail social, il y a quelque chose qui est très important, c'est en fonction des situations, en fonction des publics concernés, c'est être en capacité de trouver le point d'équilibre entre ces deux axes-là. Et une des réponses, on en reparlera, mais je le dis tout de suite, c'est l'importance du projet qui fonde l'action des travailleurs sociaux, parce que c'est le projet qui doit définir là où on peut lâcher prise d'ailleurs, hein, et là où au contraire il faut assurer la protection des personnes. Et puis un dernier point qui est aussi important, je dirais parfois un flou sur les conduites à tenir. Parce qu'en situation concrète, on peut se demander si j'agis bien, si je fais ce qu'il faut faire. Et là, en dehors de ce qui se fait par le Haut Conseil du travail social sur les orientations générales du travail social, il y a un travail qui est fait par la Haute Autorité de Santé sur les recommandations, et j'insiste sur le mot recommandation, les recommandations de bonnes pratiques. L'idée de recommandation signifie qu'on doit être en capacité de pouvoir échanger sur les regards que l'on a vis-à-vis des situations et des personnes, et que c'est ça qui donne
toute l'importance d'un travail social, non pas uniquement à des approches techniques, mais aussi à une réflexion, on va dire, éthique, ou dans laquelle la réflexion sur la pratique est tout à fait essentielle. Mais je suis déjà un peu trop long. Ce n'est pas une question de longueur, mais en tout cas, vous avez pris de l'avance. On va voir ça positivement. Merci. Frédéric Stenger, attractivité, évaporation. En attendant, toutes les villes, Madame la maire présidente l'a dit, toutes les villes n'ont pas un IRTS. Alors, votre rôle, votre fonction, notamment en termes de compétences, mais aussi de lien avec la formation continue, c'est décisif pour nous permettre de conserver ces viviers de talents et éviter qu'ils ne s'évaporent trop rapidement. Comment vous concevez le rôle d'un IRTS à cette échelle et vis-à-vis de ces injonctions, non pas contradictoires, mais qui se télescopent, de plus d'attentes, moins de moyens et éventuellement moins de compétences disponibles? Alors, l'IRTS, oui, c'est d'abord un centre de formation. Alors, on parlait de la formation initiale avant d'évoquer la formation continue. Alors, initiale au sens large, puisque les statuts des étudiants sont multiples. Un IRTS forme des futurs travailleurs sociaux à différents niveaux d'études. Ce n'est pas que Parcoursup et que le post-bac. On a aussi des formations infra-bac avec tous les métiers de l'accompagnement et de l'aide, les AES, les assistants familiaux, les surveillants de nuit, les maîtresses de maison, etc. Nous avons aussi des formations, alors la plus connue souvent et plus classique, post-bac, après Parcoursup. On pourra évoquer la question de Parcoursup et finalement la jeunesse du public accueilli. C'est toutes les formations les plus connues, éducateurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, un peu moins connus, conseillers en économie sociale et familiale, assistante de service social, bien entendu. Deux formations niveau bac aussi, moniteur éducateur et technicien de l'intervention sociale et familiale, qui sont un peu moins connus. Mais vous voyez que ça fait pas mal de métiers et de travailleurs sociaux différents. Et nous avons toutes les formations à l'encadrement également. Donc des ingénieurs sociaux, le CAFERUIS pour des responsables de services ou d'établissements et le CAFDES pour des futurs responsables d'établissements ou de plusieurs établissements. Donc qui sont à un niveau, ce qu'on appelle le niveau 7, c'est-à-dire le niveau bac plus 5. Donc vous voyez des formations qui sont infra-bac et qui vont jusqu'à bac plus 5. Et à cela, on ajoute effectivement la formation continue. Donc ce qui est très important, c'est d'être en lien avec les structures, de pouvoir comprendre les besoins des structures, d'être au plus près, de pouvoir construire ensemble des séquences de formation continue. Mais c'est aussi de la VAE, c'est aussi, Madame le maire a parlé tout à l'heure de la santé mentale, c'est des formations au premier secours en santé mentale, c'est de l'analyse de la pratique professionnelle, du bilan de compétences et de l'évaluation externe, c'est-à-dire évaluer les structures sociales et médico-sociales. Et j'en profite aussi pour mettre en avant le travail formidable des formateurs, des cadres pédagogiques, des personnels administratifs des IRTS, qui effectivement ont vécu beaucoup de réformes, qui sont toujours sur le pont, qui vont sûrement en vivre encore là, dans les mois qui viennent, et qui accompagnent ces futurs apprenants, qui effectivement sont alors de moins en moins nombreux à toquer à la porte de l'IRTS. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que je développe, mais ça devient effectivement difficile. Je pense qu'on pourra. On a une table ronde, la deuxième table ronde qui est consacrée justement aux formations et aux enjeux actuels des formations, qu'il s'agisse en effet de formation initiale ou continue, et on les abordera. Mais en tout cas, je pense que vous avez bien dressé l'ensemble du champ que vous embrassez. Je peux peut-être rajouter également la présence dans les IRTS d'un pôle recherche et des cadres pédagogiques. Et nous avons une responsable de dispositif qui doit être présente cet après-midi, qui là aussi engage des travaux de recherche, soit en lien avec les structures, soit avec l'université, et en tout cas en fonction des besoins des uns et des autres. Un IRTS, c'est aussi tout cela. Oui, et puis comme vous l'avez dit, c'est aussi une collaboration, un partenariat très étroit avec le terrain. Et le terrain, c'est outre les associations,
ce sont les collectivités, établissements publics comme le CCAS. Et là, je me tourne vers Cyril Carbonel. Donc merci à vous, directeur général adjoint des services du département du Doubs en charge de solidarité. Merci de vous être mobilisé cet après-midi. C'est lundi. Le lundi, il y a beaucoup de réunions comme les autres jours, mais peut-être un peu plus que les autres jours. Le département, c'est le chef de file d'action sociale. C'est pas un terme vide de sens, puisque vous êtes à la fois intervenant sociaux, avec des travailleurs sociaux, avec de nombreuses équipes, des dispositifs, des structures, mais vous êtes aussi tutelle. Vous êtes aussi financeur et vous êtes aussi partenaire. Il y a quelques semaines, peu de semaines, je crois le 10 février, si je me trompe, vous avez organisé un séminaire du travail social avec vos travailleurs sociaux. Alors sans rentrer dans les échanges qui ont pu avoir lieu, qui vous sont propres à vos services, qu'est-ce que face aux différentes transitions, alors on peut les appeler transitions, on peut les appeler crises aussi, hein, si on veut être juste sur certaines choses, alors il y a les questions énergétiques, les questions du développement durable, puisqu'il faudra le rappeler quand même, le social, c'est un des piliers fondamentaux des questions de développement durable. Sans le social, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, les transitions numériques, on a les transitions migratoires, et puis je crois que la liste peut encore être longue. Il y a la question, on vient de le dire, ça a été évoqué par tout le monde, de l'attractivité des métiers. Donc sur ce volet métier, sur également la question fondamentale de l'accès aux droits, quelles sont les grandes perspectives que vous posez avec vos équipes vis-à-vis des enjeux du travail social sur notre territoire? Alors, c'est vrai que ces enjeux sont multiples et par nature, la réponse elle est forcément assez composite et compliquée. Le fond de l'affaire, en tout cas pour nous, pour département, c'est d'adapter en permanence à la fois les réponses qu'on peut construire aux besoins de la population, à travers les enjeux que vous avez identifiés, hein, écologiques, social, environnemental, numérique aussi, effectivement. Et donc, comment aussi on peut accompagner nos travailleurs sociaux, au titre de la formation, au titre aussi de la construction des politiques publiques, pour répondre au plus juste aux besoins qui nous sont remontés par le terrain, en particulier par les agents. Parce que le travail social, depuis l'origine, a toujours traversé des crises et doit s'adapter en permanence à travers les différents virages que vous avez identifiés. Sur l'autonomie, c'est le virage domiciliaire, où aujourd'hui, c'est vrai que la question du maintien à domicile des personnes âgées se fait envers et contre tout pour de bonnes raisons. Mais après, il y a aussi les différents virages en protection de l'enfance, préventif, sur le logement d'abord, l'emploi d'abord aujourd'hui, et qu'en permanence, les travailleurs sociaux se questionnent sur alors comment on doit faire. Avant, on faisait comme ça. Alors maintenant, les procédures changent parce qu'effectivement, ils deviennent un peu plus techniciens que cliniciens et que permanence, on va sortir la procédure qui va bien, plutôt qu'effectivement prendre un peu de recul pour réfléchir à ces différentes évolutions. Donc là, l'idée, c'est aussi de les accompagner tel qu'on peut le faire, hein, prendre un peu de recul et puis de toujours réajuster en permanence nos politiques publiques face à ces enjeux. Et puis, le plus important, il me semble aujourd'hui, c'est pas tant de répondre techniquement à ce qui se passe, mais c'est aussi les nouvelles formes de travail social, le aller vers. Et derrière des grands mots qui peuvent paraître parfois un peu éventés, sont des vraies techniques de travail social, l'empowerment, la capacitation, tout ça, et que tout le monde n'est pas en capacité de le faire, et que le fait plutôt, pardon, mais on ne va pas attendre le client, on va aller le chercher. Et c'est de la manière dont on va aller le chercher, et surtout pas tout seul. Jusqu'où ? Parce que vous évoquez la question de la coordination du chef de file d'action sociale. Mais chef de file, si derrière on se retourne, il n'y a personne, on ne sert à rien. La question, c'est comment on coopère avec tous les acteurs présents, avec le tissu local. Et on ne va pas travailler de la même manière ici qu'on va travailler dans un autre département ou même dans une même autre intercommunalité. Parce qu'il n'y a pas les mêmes acteurs. Il y aura peut-être les mêmes besoins, mais du coup, c'est la question un peu de la subsidiarité. C'est faire d'abord travailler, faire le lien entre ce qui existe d'abord, et puis pas réinventer l'eau chaude en permanence. Hein. C'est-à-dire clairement pas sortir des formulaires ou des choses un peu basiques qui devraient s'appliquer partout de la même manière, alors qu'il y a déjà un terreau qui existe, et il y a déjà des choses qui se passent à l'échelle du territoire. Donc c'est déjà, on connaît les acteurs, il faut déjà qu'on connaisse les acteurs, qu'on apprenne à se connaître entre nous pour créer quelque chose, hein, ce qu'on pourrait appeler un projet social de territoire, bon, quelque chose comme ça, hein, pour qu'on puisse travailler ensemble, et puis pour vraiment adapter les réponses aux besoins de la population. Ça c'est une réponse en effet aux besoins, au public, face aux mutations, c'est vrai que je n'avais pas évoqué la transition démographique qui nous touche et qui va nous toucher dans un avenir très proche. Pour ce qui est des métiers, alors
on a bien compris, ça a été dit, il ne s'agit pas de le nier, des problématiques de financement et de moyens donc, qui nous touchent, mais au-delà de ça, au-delà des financements, par rapport au métier. Et il y a un mot que je retiens du témoignage de nos collègues, c'est reconnaissance. Et la reconnaissance, elle ne passe pas uniquement, j'espère qu'ils vont pas mal le prendre, uniquement par une rémunération. Il y a aussi le sens qui est abordé, la compréhension du sens, le retour et un constat sur la finalité de ce qu'on fait et une efficience aussi. Hein. Je crois que c'est des mots qui sont revenus dans les verbatims. Quelle est votre approche par rapport à ça ? Si vous voulez, il y a aussi... Oui, il y a des questions matérielles qui se posent de base et il faut y répondre là-dessus, il n'y a pas de difficulté. C'est aussi des marques de reconnaissance qu'on peut donner vis-à-vis des travailleurs sociaux. C'est bien sûr, ça passe par des échanges parce qu'on a besoin d'échanger régulièrement avec eux. Par exemple, dans le Bourg, on a créé ce qu'on appelle le comité départemental du travail social où on a pu identifier de manière volontaire des travailleurs sociaux, où on peut être en prise directement avec eux pour nous expliquer concrètement sur le terrain comment ça se passe. C'est-à-dire que faire l'appariement entre des discussions nationales, par exemple le travail social, là, la Cour des comptes, le livre blanc du travail social, la Cour des comptes qui vient de sortir un rapport de l'IGAS sur notamment l'accueil inconditionnel de proximité. On a besoin d'être en prise avec les acteurs de terrain pour échanger là-dessus. Donc c'est vraiment être en prise directe avec leur réalité pour pas qu'il y ait essayer qu'il y ait le moins de césure possible entre ce qu'ils vivent et puis ce qui peut être décidé. Parce qu'au fond, vous l'avez bien dit, et aujourd'hui on a aussi un problème de financement pérenne des politiques publiques. Il faut juste être lucide sur ce qui se passe dans ce pays et qu'aujourd'hui, il y a une césure de plus en plus importante de l'évolution des besoins, notre capacité financière à y répondre. Oui, c'est juste une réalité et là-dessus, on peut regarder les choses de manière assez froide probablement, mais c'est une réalité pour laquelle aujourd'hui on y est tous confrontés, effectivement. Merci. Je vais me tourner vers Alban Sougaros. Alors, Alban Sougaros, il a deux lignes, parce que deux casquettes, directeur général du CCS et directeur général adjoint des services de la ville de Besançon. Qu'est-ce que ça recouvre ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'en fait, vous incarnez, à travers ces doubles casquettes, une réalité de plus en plus nécessaire ou présente, qui est celle d'une approche globale du travail social, puisque vous êtes directeur général adjoint au sein des services de la ville de Besançon sur un pôle action sociale et citoyenneté. Donc action sociale, on a le CCS, on a également la direction santé publique, et puis la vie des quartiers avec la vie associative. Comment est-ce que tout ça peut s'articuler et ça peut rentrer aussi à la fois dans une meilleure réponse aux attentes des publics, mais aussi une meilleure reconnaissance, et ça a été dit encore une fois dans le film, sur cette nécessaire transversalité entre les différents acteurs. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, cette réalité qu'on évoque, ces multiples transitions, voire ruptures, c'est le même appui, je dirais, que ce soit transition climatique, transition démographique, numérique. L'idée, c'est d'aller, et l'approche, je pense, une des réponses qu'il peut y avoir, c'est la transdisciplinarité. Et donc le fait d'avoir ce pôle que vous évoquiez à l'instant, c'est par exemple de dépasser parfois, je dirais, des identités professionnelles, techniques, ancrées depuis longtemps, pour par exemple décloisonner les métiers du pur social, du médico-social, du sanitaire. Et je m'appuyais sur deux exemples qui permettent vraiment de donner toute la juste dimension à cet enjeu-là. C'est par exemple au niveau de la santé mentale. Ça a été évoqué dans le discours d'introduction de Mme la maire présidente. Santé mentale, nous avons un conseil local de santé mentale. Et pour traiter des situations complexes, enquistées, dans l'impasse, la réponse qui peut être apportée, c'est justement de mettre autour de la même table, de ces situations-là, des professionnels d'univers très différents. Et finalement de pouvoir trouver, peut-être pas la solution, mais en tout cas de repousser certaines limites qu'il y a pu avoir, certains cadres référentiels. Premier exemple. Et puis pour aller dans une approche encore plus globale, pour faire le lien entre santé et, je dirais, l'action sociale, on parle aujourd'hui d'une seule santé. Donc d'avoir des approches intégrées. Comment finalement l'environnement de la personne, l'environnement au sens extrêmement large, doit être intégré dans le travail social au quotidien. Donc là, c'est des décloisonnements tout simplement. Autour, on sait que sur le Grand Besançon, nous avons un contrat local de santé qui est dans cette dynamique-là, qui met cette dimension d'une seule santé au cœur des préoccupations et que pour des collègues du CCAS, c'est pouvoir intégrer cette dimension-là
et de l'autre côté, pour ceux qui sont dans les champs de la santé publique, mais de la vie des quartiers aussi, d'avoir un rôle à jouer en tant que relais en matière de santé. Donc je dirais que la clé, c'est une des réponses possibles par rapport à ces multiples enjeux, c'est le décloisonnement, de revoir, de revisiter nos métiers du travail social pour justement essayer d'apporter, en plus, je dirais, d'une réponse d'enjeu, mais cette logique de aller vers qu'on vient d'évoquer, quand il s'agit d'être dans la rue, quand il s'agit d'être au domicile des personnes, où là aussi, je pense, les compétences des uns et des autres sont nécessaires. Oui, et cette capacité, c'est avant tout aussi une capacité d'adaptation et donc d'innovation. Alors oui, on est en plein forum de l'innovation sociale aujourd'hui. Je dirais que déjà, pour innover, il s'agit déjà de bien identifier, d'observer le terrain. Donc là, je pense à un outil qui me paraît important pour innover, qui est ce qu'on réalise nous chaque année au niveau de Besançon, qui est l'analyse des besoins sociaux. Un outil qui permet de coller au plus près, finalement, d'une réalité, de la confronter à une certaine prise de recul. Et puis, innover, c'est une prise de risque, aussi, à un moment donné. Et donc, je dirais qu'au cœur du travail social, il y a quelle prise de risque jusqu'où je peux aller. Et je dirais que le droit à l'expérimentation, ça me paraît quelque chose de primordial. On sait qu'on est dans les logiques d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt. Il ne faudrait pas non plus qu'un travailleur social devienne l'ingénieur de projet, mais bien que son travail, son quotidien, soit, et finalement, ses propositions qu'il peut, puisque finalement, le travailleur social, aujourd'hui, au-delà du métier de travailleur social, il innove en permanence. Il est obligé de répondre, et moi j'ai coutume de dire que le travailleur social, quelque part, c'est un artisan de l'accompagnement social. C'est du sur-mesure en permanence. Donc je dirais que c'est comment finalement on capitalise d'une certaine manière, on mobilise finalement cette ingéniosité, cette créativité qu'il peut y avoir au quotidien pour finalement innover au sens large, provoquer, faire le pas de côté qu'il faut, bien souvent, pour bousculer finalement des repères qu'on avait jusqu'à maintenant. Et puis, pour terminer, je voudrais insister sur un mot qui figure dans le pôle que vous dirigez, c'est-à-dire action sociale. On a parlé de la direction santé publique, et on en parlera tout à l'heure, de l'implication et l'articulation sanitaire, sociale, médico-sociale. Il y a citoyenneté, dont on ne parle pas forcément tout le temps, ça ne vient pas immédiatement à l'esprit, mais dans citoyenneté, et là je vise aucun public particulier, parce qu'on peut estimer qu'on est toutes et tous, un jour ou l'autre, amenés à rencontrer et à être accompagnés dans le cadre d'une intervention sociale, d'un service social. C'est l'implication qui prend de plus en plus de son essor des personnes. On va les appeler usagers, mais je sais que Marcel Gégère a écrit un texte qui s'intitule « Merci de nous appeler usagers », c'est ça, si je cite de mémoire. Donc je suis assez prudent, mais je ne sais pas comment. Voilà, usagers, personnes accompagnées. Oui, j'entends bien, mais vous l'avez gardé comme titre, donc ça marque. Cette implication, alors on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi un outil, un levier parallèle, mais peut-être interne, de plus en plus intégré au travail social. Alors dans la dimension citoyenneté, effectivement, il y a cette place de la personne qui est accompagnée. Donc là, on peut faire référence, et c'est d'ailleurs inscrit dans le livre blanc du travail social, la pérédance, par exemple, qui commence à être reconnue aujourd'hui. C'est comment, finalement, travailleurs sociaux, pères aidants, peuvent travailler, je dirais, main dans la main. Reconnaissance qui est progressive, qui est peut-être encore insuffisante. Mais cette participation, elle est aussi, je dirais, dans comment on entend l'expertise d'usage. Aujourd'hui, c'est notamment vrai en matière d'accessibilité, en matière de handicap. C'est comment, là aussi, au-delà du travail social, on entend cette expertise d'usage. Et il est important, et je pense que c'est, je dirais, un intérêt du aller vers qui nous oblige, les uns les autres, à dépasser les catégories, les profils qu'on avait l'habitude de voir. Et finalement, on se rend compte, au travers du aller vers, que les frontières sont de plus en plus floues. Donc en termes de citoyenneté, d'inclusion, c'est de sortir parfois de ces logiques de catégories dans lesquelles on peut enfermer telle ou telle personne. Et je dirais que là, on est dans une vraie logique d'inclusion, de citoyenneté. Et je dirais que chacun, et c'est pour ça qu'on faisait référence, la citoyenneté, c'est les maisons de quartier, c'est la lutte contre la discrimination, c'est ce genre de choses. Là aussi, je pense qu'une approche intégrée est nécessaire pour aller dans cette direction. Bien, merci beaucoup, merci à vous trois. Désolé d'être un peu lapidaire, mais le sujet est vaste, vos compétences tout autant et nos attentes aussi, mais on est limité par le temps. Donc je vous remercie de nous avoir offert
cette vision très large hein, des enjeux. Maintenant, je vais demander, je vais vous libérer, et puis je vais demander alors à deux personnes qui ont encore plus la prise avec le terrain, à savoir Catherine Filaquier et Florent Bertin, de me rejoindre, ainsi qu'Alexandre Moine.